Alors, eh bien, c'est la conférence de fin. Astrid. Alors Astrid, moi personnellement, je la connaissais que sur le petit écran. Donc maintenant, je suis très content de la voir en vrai. Je vais pas la présenter parce que je la connais pas très bien. Donc Astrid, je vais te laisser te présenter. Et puis ensuite, c'est à toi. Merci. Merci de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être ici parce qu'il y a une multidisciplinarité, une multidimensionnalité qui est assez rare. Alors, pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais d'abord, mon CV pratiquement complet, mais enfin résumé, il est sur mon site web, astridsugalverger.com. J'ai été obligée de le mettre avec des lettres de recommandation parce que je me faisais casser. Donc, au lieu de me cacher comme d'habitude pour pas trop montrer ce que je fais, j'ai mis la totale. Et comme ça m'a amené assez rapidement à l'OMS parce que j'étais très intéressée, étant à Genève, étant de mère norvégienne, père suisse-allemand, née à Genève, des Nations Unies, où je me disais, un monde global, idéalisé, magnifique. C'est vrai. Donc, j'ai très rapidement fait, parce que je suis née, ma première langue c'est l'anglais en fait, parce qu'à la maison on parlait anglais, donc c'était le milieu international et voilà, je me disais c'est génial. Alors j'ai fait très vite en fait un été à l'ONU sur des cours de communication, il y avait des gens du monde entier qui voulaient savoir comment fonctionnait l'ONU. J'avais à peine 22 ans comme ça. Et donc je me suis dit c'est génial. Et alors donc je suis retombée chaque fois à l'ONU sans être engagée en fixe à faire des mandats sur divers sujets, tout le temps. Mais l'OMS a toujours été l'axe. Et donc, j'étais en santé mentale, la division de santé mentale, professeur Sartorius, où j'ai fait mon master de santé publique, de santé mentale. Après, c'est santé publique. Et là, je suis rentrée dans la recherche interculturelle. Et j'ai fait, en fait, un truc assez intéressant. C'est les différences de diagnostic entre les cultures dans la santé mentale. Et c'était très évident, c'était dans 8 pays, c'est multicentrique, et c'était très évident que les diagnostics de santé mentale sont très différents aux États-Unis, qui suivent les pharma, qui avaient déjà des diagnostics, alors qu'aux Philippines, en Afrique, c'est la famille un peu et la société qui faisait le diagnostic, comme Toby Nathan en France, qui est fascinant. Voilà. Et donc, pour le faire court, à partir de là, pris dans une étude du Fonds national de la recherche scientifique, on m'a repéré, Dr Ovaguimian, et il m'a dit vous voulez rejoindre notre équipe? J'ai dit OK. Et c'était de la gériatrie. Et depuis, j'ai pas quitté la gériatrie pendant 10 ans. Et en gériatrie, en fait, la première étude, c'est un peu ironique, c'était sur le veuvage chez les personnes âgées et l'importance de bien faire son deuil pour ne pas avoir de dépression après. Et ils font exactement le contraire aujourd'hui, puisque le rituel était un des paramètres et facteurs les plus importants. Et c'était une étude de population, où on étudie la santé de la population. Et donc, j'ai fait mon doctorat aussi sur la santé des populations. Pas la maladie, mais la santé. Donc, je suis centrée sur l'humain et sur la santé, contrairement à la médecine qui se centre sur la maladie. Et c'est pour ça que quand quelqu'un me dit « mais t'es pas un médecin », je dis « non, je suis une scientifique qui se centre sur la santé et qui a toujours fait la revue des études à tous les niveaux, autant des autopsies en gériatrie, on a analysé les bocaux de cerveau, autant que les vaccins, qui marchaient jamais d'ailleurs chez les personnes âgées, puisqu'ils ont déjà une immunité avec les anticorps, jusqu'à les études de population ou aux urgences, le tri des urgences, etc. Donc j'ai appris énormément, et on m'a mis en même temps à la direction des programmes suisses nationaux. Et là, je suis montée en flèche, directrice adjointe. Quand on n'est pas menaçante, on est tout de suite postée tout en haut. Et après, c'est la guerre. Donc j'ai passé plusieurs épreuves, mais voilà. Donc la première partie de ma vie, c'était vraiment sur le vieillissement et l'évidence scientifique pour prendre des décisions politiques pour les politiciens. Donc à mi-temps, dans un programme national où on gérait 12 millions pour savoir comment prendre des décisions pour avoir un meilleur vieillissement en bonne santé. Ce qui m'amène à vous dire que la deuxième partie de ma vie, ma vie professionnelle, ça a toujours été en faculté de médecine d'ailleurs, la première partie aussi. Ça m'a amené tout de suite à l'OMS. Déjà la première partie avec la direction du vieillissement qui voulait me prendre dans l'équipe. Et donc j'ai tout de suite collaboré avec l'OMS en voyant qu'il y avait une volonté de faire le vieillissement actif et en santé, mais qu'il y avait une contre-offensive qui voulait surtout pas donner de budget pour étudier cette histoire, la santé et le vieillissement actif en santé.
Et donc, la deuxième partie, c'était à l'Institut de médecine sociale et préventive, qui est devenu l'Institut de santé globale dirigé par Flao, qui est un biomathématicien et qui vaccine tout le monde maintenant, de France. Et donc, le deuxième parcours, j'étais face à une corruption incroyable, vraiment. Et j'étais dans le département de master de santé publique et j'enseignais aux étudiants le vieillissement actif en santé, le vieillissement réussi, la longévité, et puis le système de santé, etc. Donc, en fait, en médecine, ce qui manque beaucoup, c'est une analyse critique des systèmes. Et de l'analyse critique, en dehors de la médecine, il y a autre chose, il y a une autre médecine, il y a une autre santé, il y a d'autres facteurs qui créent la maladie, ou pas. Et donc, très vite, j'ai vu qu'il y avait des limites dans l'enseignement des facs de médecine et la difficulté d'être promu. Voilà, donc j'ai fait donc un doctorat qui est plutôt de l'épidémiologie de la population, santé subjective versus santé objective, d'où l'importance de la subjectivité. On va y revenir. Et puis après, j'ai fait un privat de sang parce qu'on voulait pas me nommer prof. Alors on me disait encore un, vous avez encore pas encore de diplôme. Alors privat de sang de médecine qui est l'équivalent de prof, voilà. Mais les femmes, c'est 15% de femmes profs, donc c'est pas possible. Et puis du coup, quand le Covid est arrivé un peu avant, j'ai compris que là, il allait y avoir une cassure. Et donc, très vite, on m'a enlevé tous les cours. Dès que j'ai passé avec Barneras à Hold Up, c'était fini. Vraiment. Mais ce qui m'a surtout aidé, c'est marrant comme la vie vous amène vers votre parcours et pourquoi vous avez eu des épreuves. Le fait d'avoir eu un parcours aussi compliqué, en fait, m'amène aujourd'hui une expertise dans l'analyse méthodologique de comment on met ensemble des sciences pour trouver comment dire, une évidence qui est la plus conforme au réel, ce qui est pratiquement pas possible, mais on essaye. Et puis l'autre chose, c'est que j'ai travaillé avec l'OMS pendant 3 ans sur la préparation des pandémies, puisque personne parlait anglais à la fac de médecine. Astrid, t'y vas. Et en fait, c'était génial parce qu'on a mis sur pied un cours avec l'OMS de Lyon et avec l'Institut Mérieux et l'OMS sur comment on fait un plan de préparation aux pandémies, comment on déclenche une épidémie d'abord, après une pandémie, quels critères de décision on doit suivre, l'annexe du règlement sanitaire international, que c'est une loi que tous les pays ont mis sur pied, ont signé, non, adopté, même pas signé, adopté par la constitution de l'OMS. C'est un raccourci qui est utilisé aujourd'hui pour faire une dictature globale qui, en 2024, bouclera toutes les constitutions pour être sous le joug de la constitution de l'OMS. Article 19 à l'article 22. Ah ben, ouais, parce qu'ils y vont, en fait, même si on dit non, d'abord les gouvernements qui sont des États membres n'obéissent absolument pas à la démocratie comme on l'entend, et donc ils n'écoutent pas les pays, le peuple, et ils sont en fait des gouvernements qui font partie de la corporation de l'ONU. Pour moi, maintenant, c'est une évidence. Les gouvernements ne sont plus des gouvernements. La tête des gouvernements ont signé probablement un contrat que tout ce qui est état d'urgence sanitaire est dirigé par l'OMS et l'ONU. Et qu'ils n'ont rien à dire. C'est-à-dire, ils obéissent. Renoncer, ouais. Et je suis expert au Canada et au Québec pour attaquer le Québec sur une loi d'urgence qui est injustifiée de A à Z. Il n'y a aucune raison de mettre à terre les avions et les gens après 1 mois d'un virus soi-disant qui s'est déclenché à Wuhan et qui aurait fait le tour de la Terre en 1 mois. C'est dingue. Alors que le SRAS-CoV-1, je vous rappelle, puis j'ai un article que j'ai fait là. Ben, j'ai fait une présentation, mais je vais pas la suivre comme d'habitude. J'aime pas trop. Voilà. Cet article, je l'ai écrit en mai 2020. Et je me posais des questions parce que le règlement sanitaire international, International Health Regulation, me posait des incertitudes du Covid-19. Pourquoi? Parce que le SRAS-CoV-1, qui est un coronavirus, donc un coronavirus, quand vous faites l'analyse de qu'est-ce que c'est un virus qui... Bon, maintenant, le mot virus, il me donne des boutons. Le virus mute très très vite. Le coronavirus, c'est un des plus mutants et le moins létal et le moins pathologique de tous les virus. Ce qu'il a comme caractéristique, c'est qu'il mute tout le temps. Donc on n'arrive jamais à l'attraper. Et on appelait ça, dans le diagnostic des épidémies, moving target.
comme la grippe. En fait, ça bouge tellement que vous n'arrivez pas à faire un vaccin à temps tellement il bouge vite. Et donc, en 20 ans, depuis le SARS-CoV-1, qui était en 2003-2004, jusqu'à 2020, on n'a jamais réussi à développer un vaccin expérimental validé parce qu'il bouge tout le temps. Et donc, on a fait, ils ont essayé de faire le MAERS, là, dans le Moyen-Orient. Ils ont essayé de faire des petites alertes, puis ça marche jamais, puisqu'ils mutent tout le temps. Donc, quand il est arrivé, ah oui, encore le pire, c'est que quand vous analysez, quand ils ont bouclé, ils n'ont jamais déclaré une pandémie avec SARS-CoV-1. Et quand vous analysez, ça a touché 26 pays en 8 mois. En 8 mois, 26 pays. Alors, comment ça se fait qu'en un mois, le monde entier est bouclé? Il n'y a même pas eu d'analyse, même pas. En plus, dans le protocole, vous devez réévaluer dans chaque pays, chaque fois que, soi-disant, un agent chimique, radionucléaire ou viral ou autre chose traverse la frontière, le pays doit réévaluer. Et donc, ça fait 8 mois, 26 pays, 787 morts, 787 morts et à peu près 7000 malades. Voilà, c'est ça, c'était le bilan SARS-CoV-1, après 8 mois. Et c'était Brundtland qui était à la tête, mais ça a déclenché cette affaire, le fait qu'ils ont pu reprendre le règlement sanitaire international qui datait de 1969, et ils l'ont mis à jour. Donc maintenant, moi je comprends, voilà, et ils mettaient déjà l'implant programmé dans la tête des gens que le SARS-CoV-1, il y aura un SARS-CoV-2 parce que le SARS-CoV-1 existait déjà. Et maintenant, je me pose des questions si c'était un vrai truc ou pas. Oui, c'était une répétition générale, juste au tournant et juste au même moment où Bill Gates, le fameux, qui avait déjà créé une alliance contre l'immunisation pour les enfants à l'UNICEF, en 2005, après que James Wolfensohn, avec qui j'avais collaboré à la Banque mondiale, il s'occupait pas de santé, à peine il est parti, Wolfowitz, qui était l'équipe de Bush, a pris la Banque mondiale et a signé des contrats qui sont officiels, vous pouvez aller les voir, avec l'OMS, la Banque mondiale pour les finances des pays, donc OMS, Banque mondiale et Gavi, l'Alliance globale pour l'immunisation égale vaccin, c'est des mots, hein. Voilà, Bill Gates, Mani, ils ont signé des papiers pour aller vacciner le monde entier. Déjà là, il y avait un plan. Et ils l'ont appelé, vous allez voir, c'est super intéressant, IFFIM, International Finance Facility for Immunization. Et ça vient de Goldman Sachs, l'idée. Et d'où vient Macron, d'ailleurs. C'est marrant, comme tout se retrouve. C'est génial. Donc, je vous le fais court pour que vous voyez à quel point c'est important ce qu'on est en train de vivre. Et comme ça a été planifié depuis longtemps et que ça fait aucun sens, parce que en comparant SARS-CoV-1 et SARS-CoV-2, vous voyez bien qu'il y a un problème. Et maintenant, en rétrospective, vous savez encore plus, puisqu'il n'y a pas eu plus de mortalité en 2020 que les autres pays. Mais alors, en 2009, Bill Gates... Non, en 2006, il arrive à Genève, il crée, et puis vous voyez ça dans les registres des entreprises, il crée d'abord une fondation. La fondation Gavi. Après, en 2009, ça devient une organisation internationale d'un nouveau type que la Confédération signe. On a le document avec totale immunité. Donc j'en ai parlé sur le grand jury de Rainer Fulmich. Totale immunité pour une alliance globale pour le vaccin, pour l'immunisation. Voilà, c'est la même chose. Et en 2009, il a commencé à mettre le pied à l'intérieur de l'OMS au moment où nous, on faisait le cours d'implémentation du règlement sanitaire international. Et moi, je ne l'ai pas vu, celui-là. Je ne l'ai pas vu pendant toutes ces années à l'OMS. Jamais. Mais je découvre aujourd'hui qu'il avait signé ça, que la Suisse a, a tout donné, comme si c'était déjà une entreprise. D'ailleurs, elle est inscrite au registre du commerce à Bruxelles en 1993, après qu'on ait refusé l'entrée à l'Union européenne, sous la Suisse, et en 2014. Donc la Suisse est inscrite comme compagnie à Bruxelles, comme tous les pays du monde. Vous pouvez aller voir dans sec.gov, sec.gov. Vous pouvez aller. Il y a plein de choses un peu partout. Il y a même l'université de Stanford qui a tous les trucs légaux que j'ai trouvés. Les gens m'envoient des trucs. Voilà, donc Bill Gates, 2009, il rentre avec un statut nouveau, unique,
d'organisations internationales avec immunité complète, il peut planquer des placards, dans les placards des squelettes et des morts où il veut, et des organes, et ben personne peut l'arrêter. La police ne peut pas rentrer dans le bâtiment sans l'accord du chef. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, en 2012, il prend les rênes à l'OMS du plan d'action global pour le vaccin, cette fois, de 2012 à 2020. Mais moi, ça, j'ai découvert à rétrospective, j'avais pas vu, parce que je vais pas à toutes les assemblées générales qui sont à Genève en mai. Donc, vous voyez que le plan de tout ce qui s'est passé cette année, nous amène à 2020 avec un déclenchement du SRAS-CoV-2, et le SRAS-CoV-2 n'a absolument pas été en lien avec le règlement sanitaire international. Ils ont fait semblant, mais d'abord, il faut le cas zéro. Le cas zéro, il est où le cas zéro? Parce que le cas zéro crée le vaccin normalement. Et dans Ebola, par exemple, c'est flagrant, mais c'est ce qu'ils font. Mais en fait, comme ils mutent tout le temps, ça fait aucun sens. Le deuxième truc, c'est qu'il n'y a pas eu d'isolation du virus selon le postulat de Koch, où il y a 4 paramètres. Il faut l'isoler, il faut le caractériser, il faut faire la causalité, et c'est la clé de tout, c'est la causalité. L'analyse répétée de la causalité des choses. Parce qu'en santé publique, on pense que c'est cette cause, alors que c'est toute une autre cause. C'est comme, je dis toujours, c'est un peu Agatha Christie, c'est une analyse de la scène de crime. Et tout le monde peut s'en mêler, et tout le monde peut avoir raison à un moment donné, parce qu'il a apporté de l'eau au moulin. Et ensuite, c'est la conscience humaine qui doit comprendre qu'il y a une logique méthodologique chez les scientifiques, et qu'il faut accepter que si, dans un microscope, on voit quelque chose, on doit le mentionner. Dans les vaccins, par exemple. Mais voilà, donc on arrive à l'année 2020, pas de caractérisation du virus, pas de causalité, pas de transmission, pas d'analyse de transmission. Jusqu'à ce jour, il y a de plus en plus d'instituts universitaires qui montrent qu'il n'y a pas d'isolation. Ils disent, il est où? On ne le trouve pas. Et pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à mettre quelque chose qui avait déjà été utilisé par Fauci et par Montagnier contre celui qui a inventé le PCR, Karim Ulysse, qui disait ça n'a aucun sens dans une pandémie d'analyser les infections ou quoi que ce soit, c'est un objet de recherche, c'est tout, quand on sait ce qu'on cherche. Et donc, ils ont utilisé un PCR, ils avaient déjà essayé avec H1N1, ça n'a pas marché, et ce PCR n'a pas été validé au niveau international, et par la loi d'urgence, en fait, ils ont déclenché un plan de dictature globale en 3 secondes. En 3 secondes. Oui, voilà. En faisant semblant, en fait, avec les médias, McKinsey, Deloitte, les médias ont obéi à une doxa qui était planifiée. Et c'est vraiment très grave. Donc, le PCR, l'OMS a commencé à dire de l'utiliser. Jusqu'à ce jour, le mot Covid-19 est utilisé, alors il ne fait aucun sens, et le PCR est utilisé, et il ne fait aucun sens. Pourquoi? Parce que d'abord, ça fait de l'argent, et ça garde les gens dans une peur et une terreur qui est systématique, et c'est ce que je dis souvent, c'est que, en fait, si on veut partager ce qui s'est passé, j'ai fait une slide que je fais souvent, c'est que la phase 1, de 2020 à 2021, 2020-2021, c'était la création de la peur. Alors, ils ont commencé avec un virus, parce qu'il faut bien atterrer les gens. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont peur le plus? C'est de mourir, d'être malade. Donc, ils ont bien compris que c'est là où on baisse l'immunité le plus, la peur d'ailleurs. Donc, création de la peur avec un virus hyper mutant, mortel. Et donc, encore un truc, si vous allez voir les emails de Fauci, le numéro 1233, c'est marqué email de la Chine à Fauci, lock down the world now. Et donc, mettez à terre, fermez, bouclez le monde entier. Maintenant, c'était vers le 15 mars 2020. Et donc, le monde entier a reçu la même directive. Donc, ceux qui comprennent pas que c'est vraiment un truc diabolique déjà à la base, ils vont pas croire ce que je vais dire après. Bon. Alors, donc, le but, c'est de faire peur, de faire un faux diagnostic, d'obliger les gens à être chez eux pour être isolés pour pas qu'on parle, de casser les scientifiques pour surtout pas qu'ils parlent, de censurer. Et donc, du coup, ils pouvaient imposer leurs images, l'interdiction de faire des autopsies, ce qui est dans une scène de crime. Dans tous les films que vous voyez, l'autopsie, c'est la preuve.
Et c'est quand même fou. Alors, vous voyez le film qu'on a vécu, quoi. Maintenant, je vous fais un sens de cohérence parce que, en fait, j'ai remarqué que le sens de la cohérence, c'est très important d'en avoir. Même si on a un scénario A, B, C, là, tout ce que je vous dis, c'est dans les rapports que j'ai faits, c'est dans les rapports depuis le début. Vous pouvez compter, John Ioannidis, professeur Ioannidis de Stanford University, un des top 10 épidémiologues du monde, a fait les rapports du monde entier sur la mortalité. Il n'y a pas d'excès de mortalité dans les pays. Et il l'a publié 3 fois dans l'OMS, dans le bulletin de l'OMS, en janvier 2021. C'est quand même fou. C'est comme si, après, ils s'affranchiront, ils diront, ben non, nous, on avait publié. Hein. On avait publié. On est couvert. Mais en fait, ils jouent. Ouais. Je crois que c'est ça, parce que je comprends pas comment ils peuvent le faire, mais en fait, ouais. Ah, ouais. Ah bah ouais, alors on va revenir. Alors, pourquoi ils ont fait ça? Parce que le but, et c'est clair aujourd'hui, on met des années à développer une injection expérimentale. En plus, une recherche scientifique, clinique, elle se passe en clinique. Sur 50 personnes, 80 pour avoir une significativité en clinique, on prend 80, 90, en psycho, ils prennent 50, ou certaines fois, avec 20, dans certaines sciences, on prouve des choses, mais en clinique, c'est au moins 80. Et donc, ils n'ont pas fait d'analyse clinique, ils n'ont même pas fait d'analyse d'animaux, ils le ont fait parce qu'ils sont tous décédés, les animaux, voilà. Et donc, ils ont sauté la barrière des 80, et ils sont allés directement dans le monde entier. Moi, j'ai eu j'étais choquée parce que j'étais dans le comité d'éthique de recherche internationale de l'OMS pendant 4 ans. J'analysais les protocoles. Ils n'ont jamais accepté des protocoles de recherche qui sont créés par des pharmas. C'était no-go, c'est dehors. Et là, la pharma est clairement derrière. Publicité, Pfizer, Moderna, toutes les télés, hein, AstraZeneca, et on impose ça au monde entier et l'OMS devient un marchand de cette injection qui est expérimentale. Et ils n'utilisent pas le mot expérimental, ils utilisent tout le temps le mot vaccin validé, pratiquement. Donc ça, c'était un deuxième choc de voir qu'aucun protocole de recherche a été respecté et aucun cadre éthique n'a été respecté. Alors la première, c'est le conflit d'intérêt total. C'est jamais une pharma qui crée un protocole de recherche et qui le suit. Ensuite, que s'il y a des conséquences, non seulement il n'arrête pas, mais il ne paye pas les dommages et intérêts de quelqu'un qui meurt, de quelqu'un qui est malade et handicapé toute sa vie. Et l'autre, le pire, c'est le consentement. Et en fait, on doit respecter le consentement informé. Alors non seulement il n'était pas informé, je vais vous montrer pourquoi, mais il n'y avait pas de consentement. C'était, comme dit Maître Virginie Larojo-Recha, avec qui j'ai beaucoup collaboré pour comprendre le problème juridique, c'était extorsion de consentement, abus de pouvoir, abus de faiblesse pour les gens âgés qui ne comprenaient pas, les handicapés, les enfants, et complicité de tentative de meurtre, même d'empoisonnement. Et puis c'était vraiment les 4, hein, là on peut le dire, parce que ça a été mis, et il y a eu des procès qui n'ont rien donné. Donc vous voyez qu'on arrive à un truc de kafkaïen, de aberration totale, d'une imposition, d'une expérimentation globale, en temps réel, en plus d'un lockdown global, d'une dictature. Donc 2 ans, 2020-2021, pour imposer un genre de imprimerie mentale, on dit un pattern, oui, que la mémoire est créée dans le cerveau et que les gens ont dit Covid, ils ont peur, ils ont peur, et tous le masque. Encore aujourd'hui, ceux qui mettent les masques doivent être terrorisés. Parce que pour moi, c'est un des critères de quelqu'un qui a été programmé très profondément par ce qui s'est passé pendant 2 ans. Donc, installation planifiée, hein, je peux vous donner tous les documents, corruption et conflit d'intérêts, alors clairement. Maintenant, on trouve tous les contrats de McKinsey. J'ai même des gens de l'OMS qui m'ont dit McKinsey a signé avec l'OMS pour des millions. C'est McKinsey qui organise les réunions, qui organise les planifications, et tous sont forts. Hein. En plus, je vois que le fils de Fabius qui tient un truc, le fils de von Leyen, l'autre, magnifique. Hein. Et fraude scientifique systématique, puisque tout, je veux dire, rien n'est respecté dans la science, et en plus, les comités scientifiques
sont remplis de gens qui ont des conflits d'intérêts qui sont payés. Et on peut retrouver toutes les universités, dont Genève, qui faisaient la pub de Pfizer et de Moderna, et qui ont des conflits d'intérêts. Ils ont été payés soit par la fondation Bill Melinda Gates, soit directement par la Gavi. Et Gavi, en 2020, inaugure un immeuble de 10 étages donné par nos impôts, super, hein, et avec 10 étages où vous avez tout, le Global Fund, le diagnostic, vous avez toute la batterie du magasin du business, du diagnostic au traitement. Et ça tout dans 10 étages, dans un genre de trident, un immeuble en face de l'Intercontinental, si vous allez à Genève. Voilà, donc ça c'est phase 1. Et puis on va voir en fait après ce qui est en train de se passer, parce que... non, je vais le dire mais non, parce qu'après on va aller un peu plus en détail. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que l'OMS avance comme un bulldozer, et ils se réunissent chaque année en mai. Mais ils ont cette fois fait des réunions d'assemblée générale tout à coup au milieu de l'année. Et puis ça, c'était pas prévu. Et puis ils ont avancé dans un agenda où ils voulaient changer le règlement sanitaire pour ajouter un traité de pandémie. Et ce traité de pandémie, je l'ai bien étudié. C'est prendre les constitutions du monde entier sous la constitution de l'OMS, qui dit à l'article 21 que l'OMS, sous une situation d'urgence, c'est pour ça qu'ils veulent toujours qu'on soit dans l'urgence et la peur, peut décider des définitions. Ils ont changé la définition de la pandémie, qui est normalement une mortalité élevée, totalement anormale d'une souche qu'on connaît, ou bien des immunisations. La seule immunisation, c'est le vaccin, parce qu'il n'y a plus d'immunisation naturelle. Donc ils font croire, et c'est ça qui est important, c'est de comprendre où ils veulent aller. Leur plan, c'est d'enlever la santé, et vous devez prouver que vous êtes en bonne santé parce que vous êtes tous des malades, tout le temps. Ils renversent les valeurs, toujours, les valeurs. Au nom de la paix, ils font la guerre, l'OTAN, l'ONU. Voilà. Et donc, ce qu'ils veulent faire, c'est là, ils ont produit 2 papiers l'année dernière, 2 gros dossiers. C'est sur ça que je vais venir. C'est la digitalisation de la santé et du monde. Et ça fait depuis 2019, j'ai été regarder, en fait, ils en ont fait plusieurs. L'implémentation des investissements pour la digitalisation de la santé, la digitalisation du Covid, le statut du vaccin avec le certificat Covid. Tout ça est autour du QR code et qu'en fait, il va falloir digitaliser les gens pour savoir s'ils sont vaccinés ou pas, par exemple. Ou des tests, est-ce qu'ils ont fait leurs tests, etc. Donc vous voyez il est là, vous pouvez même le regarder, la documentation digitale, c'est infect à lire. Les spécifications techniques et le guide pour implémenter la digitalisation de la santé. Alors ils ont plusieurs trucs. Alors ça c'est il faut savoir ce qu'ils veulent faire, c'est la digitalisation de la santé, mais ça veut dire système de santé, mais ça veut aussi dire l'humain. Et c'est là où on en vient, c'est qu'ils ont écrit, et j'en revenais pas, ça c'est tout l'année dernière en août 2021. Le deuxième volet, c'est l'édition du génome, genome editing. Ils ont fait un papier de position, ça veut dire la revue de la littérature, comment gouverner, parce qu'enfin ils disent aux gouvernements ce qu'ils doivent faire, qui n'ont pas des gouvernements, c'est des CEO, et des recommandations aux autres. Donc qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça? C'est qu'ils vont dans la phase 2, c'est ce qu'on vit maintenant, 2022, 2023, 2024, contrôle total. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent, par la digitalisation, savoir où tout le monde est. Avec le PCR, ils ont déjà bien mis l'identité avec l'hydrogel. Ils ont mis, en fait, au bout des sticks du PCR, on a retrouvé du lithium, de l'hydrogel et des nanoparticules, et on ne sait pas toujours ce que c'est, donc on suppose qu'il y a aussi des choses d'identité qui vont directement au cerveau, mais aussi avec l'injection. Et on va en parler un peu. L'injection, en fait, à l'intérieur de l'injection, ce qui est certain, c'est qu'il y a une identité. Et ceux qui ont eu cette injection, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont une identité. On a fait plein de tests. C'est à l'intérieur de la personne et ça ne sort pas, à moins que vous preniez du glutathion, du zinc et vous détoxifiez le sang. Et l'idée, en fait, cette identité, ce qui est débile, c'est qu'elle reste dans le sang post-mortem.
reste dans le corps. Et même les embaumeurs, quand vous enlevez le sang, c'est un Belge avec un avocat qui m'ont attesté ça. Vous faites un truc dans l'autopsie, vous enlevez le sang, et même après ça, on voit encore l'identité. Et quand les gens sont enterrés, vous voyez encore l'identité. Donc c'est quelque chose qui est allé dans, je sais pas comment, mais dans les organes, on le comprend pas. Ben, vous prenez, moi j'étais dans l'avion et il y a un truc qui s'appelle BT Bluetooth. Il y a 2 types. Il y en a un, vous pouvez voir à combien de centimètres les gens sont de vous. J'ai testé dans l'avion. Je m'amusais à. Il y a un nombre incalculable. Je crois que 80% de l'avion était vraiment avec une identité. Et l'autre, alors elle a des choses. Je pense que c'est les gens. Ben peut-être toi tu comprendrais. Il y a une identité numérique et il y a les DMB. Et il semblerait qu'il y a des gens qui ont 97, il y en a moins 97, moins 57. Et il y a des paramètres que moi je peux pas lire. Je comprends pas ce que ça veut dire. Ouais, il faudrait regarder. Voilà, je peux te montrer. Enfin, il y a peut-être pas déjà vacciné ici, mais on peut les trouver. Non, mais je vous assure, c'est complètement fou cette histoire. Donc, en tout cas, ils savent qu'ils peuvent avoir une identité, qu'ils peuvent tracer les gens. Et donc, la phase 2, le contrôle total, c'est non seulement dans la santé publique, on parle de politique de santé parce qu'il y a un système de santé. Donc, vous digitalisez le système de santé. Et à la Commission européenne, où je suis expert sur plusieurs panels d'innovation, on était, avec le vieillissement, dans des projets de recherche sur la digitalisation de la vie des personnes âgées. Et en Autriche, où c'était sur l'innovation et la médecine, c'était sur Smart City Vienna. Smart City, là et là et là, soi-disant pour le bien de la population. Il y avait même Organ on a Chip, Chip Me, voilà, donc ils mettaient des organes sur des chips et puis ils font pousser des organes. C'est magnifique. Et donc, on fallait valider ces projets de recherche. Et jusqu'à, je pouvais encore vous prendre un autre exemple flagrant l'année dernière. C'était une compagnie avec des chercheurs, parce qu'il fallait mettre les compagnies, les chercheurs et les gouvernements ensemble pour créer l'innovation. Et c'est comme ça, avec la recherche, ils commencent à créer le jardin qu'ils veulent créer. C'est super intéressant. Et donc moi, je me retrouvais toujours à défendre l'éthique, et notamment dans ce projet-là, c'est des brosses à dents électriques, comment on dirait, des e-toothbrush, des brosses à dents. Dans le Nord, il y a beaucoup de dentistes, c'est très important d'être dentiste dans le Nord. Et ils avaient créé une brosse à dents qui avait une lecture de la bouche de la personne qui se brosse les dents. Donc, vous vous brossez les dents, la personne âgée, si elle ne sait pas brosser les dents, il y a un bouton rouge qui s'allume, pas brosser les dents. Mais d'abord, tu as l'orange, après le rouge. Et donc, ça, c'était pour faire du bien, toujours au nom du bien, que la personne se brosse les dents, parce que l'hygiène buccale, effectivement, est très, très importante pour le cœur, le cerveau, pour tout. Les spiroquettes se mettent là, ça peut créer des maladies pas possibles. Et la deuxième chose, bon, ça, c'était vraiment grave, c'est que la brosse à dents donnait des éléments biologiques transmis par ordinateur, les données, et il pouvait prendre des photos de la bouche et c'était transmis au dentiste. Mais par quel moyen? Par une boîte. Donc ça sort du réseau de la protection des données, ça passe vers une boîte et ça revient dans le cabinet du dentiste qui regarde et innocemment ne sait pas que ça peut passer dans les GAFAM en 3 secondes, surtout s'il y a Alexa. D'ailleurs, moi, je refusais à chaque fois Alexa, ça s'est passé. Parce qu'Alexa, ceux qui ont une petite boîte qui obéit, vous faites partie du Smart City. On sait tout ce que vous faites. Même les écrans nouveaux, il paraît qu'ils peuvent voir ce que vous faites dans votre maison. Donc, gardez vos vieilles voitures, elles sont pas tracées, gardez vos vieux appareils, parce que le nouveau, c'est vraiment pas bon, hein, tout est tagué. Donc ça s'appelle Smart City, Smart Home, et si vous voulez, il y a dedans l'intelligence artificielle qui va jouer là-dedans. Il y a ce qu'on appelle le Internet of Things, l'Internet des choses, l'Internet des bodies, l'Internet du corps. On est en plein dans le vax. Mais il ne faut pas vous effrayer, je vais aussi dire du positif. Et puis blockchain, ça veut dire qu'une fois qu'ils ont tout mis la grille en marche de l'information numérique, ils savent où sont les petits soldats et ils peuvent leur envoyer des codes, des informations et décider
de leur destin. C'est un peu comme le jeu des petits trains, quoi. Et c'est vraiment très grave. Et c'est déjà là. Hein. Toutes les villes sont les plus en danger parce que les villes sont celles où il y a toutes les caméras de surveillance, 5G à chaque kilomètre, et des fils électriques qui traversent les routes des nouveaux, et des lampes qui ont été changées, etc. On y reviendra peut-être. Mais voilà, on est dans le contrôle total qui est en train de se mettre en place. Ils ont un peu de peine hein, quand même, parce qu'on n'est quand même pas si contrôlable, surtout les non-vaccinés, on n'est pas du tout identifiable. Enfin, en infrarouge, on va trouver des choses. Et puis, leur idée, c'est le transhumanisme biotech via l'édition du génome. Alors là, je voulais vous montrer un truc. Alors, le génome. Moi, en fait, c'est pas nouveau que je parle du génome. Parce que dans mon travail, je vais d'abord vous dire ça. Dans mon travail, en fait, dans le vieillissement et la longévité, un des buts, c'est de faire tout ce qu'on peut pour augmenter sa santé. Donc ça a toujours été, j'ai 12 livres et les 3 derniers, c'était surtout des 2 derniers, un en anglais pour l'Académie médicale des sciences et la Confédération, c'était un mandat sur la médecine anti-âge. Et c'était génial. J'ai découvert tout le monde de la régénération, des cellules souches jusqu'à l'activation des muscles, à quel point on peut augmenter son métabolisme. Hein. Jacques, tu en es vivant. C'est qu'on peut vivre jusqu'au bout en bonne santé. En bonne santé, sexy, et le cerveau se régénère jusqu'au bout de la vie. Mais on a essayé de dire que le vieillissement, c'est le déclin. Mais pas du tout. En fait, c'est le business qui les intéressait. Donc, en venant avec un nouveau business de biotech, ça leur a plu. Je dis, mais on peut changer les pièces, en fait, on peut robotiser l'extérieur et l'intérieur. Les pacemakers sont intérieurs. Ceux qui n'ont pas un pacemaker, ils seraient morts avant. Si vous n'avez pas une hanche en titane, ben vous pouvez devenir handicapé. Ça, c'est à l'intérieur. Après, à l'extérieur, c'est les sens, en fait, l'audition. Il y a des gens qui peuvent, grâce aux oreillettes, ils peuvent continuer à vivre en société. Il y a les dents, il y a les yeux bioniques qui existent. C'est l'armée qui est toujours la plus avancée, d'ailleurs, dans ces trucs. Voilà, donc en fait, moi j'allais dans le monde positif oui, on peut tout remplacer en fait, à l'intérieur, à l'extérieur, et on peut booster les hormones, et on peut booster ça, donc tout mes livres, c'est pour ça. C'est d'essayer d'augmenter la santé, ce qu'eux appellent human enhancement. Mais là où ça devient intéressant, c'est que j'ai découvert que l'épigénétique, et ça a vraiment embêté les généticiens de la faculté de médecine, parce que pendant que j'ai fait mon privat de sang, là, je leur ai montré ça. Attendez. Donc, l'épigénétique, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'expression du génome. Donc, on a un génome, et ce n'est pas tout ce qu'on a. Dans le génome qu'on a décodé en 2000, soi-disant, le génome, il y a beaucoup plus derrière que juste un génome. Il y a le génome caché, il y a le génome poubelle, et comme ils inversent toujours les données, c'est le génome poubelle le plus intéressant. Et donc, on a un potentiel de créativité énorme, mais pas seulement ça. Ce qu'ils ont été d'accord d'accepter, c'est l'épigénétique. Donc l'épigénétique, ça veut dire l'expression du gène. J'ai travaillé beaucoup avec les Russes parce que ils sont très avancés dans les peptides et la biorégulation. Et c'est eux qui m'ont vraiment appris comment parler le mieux possible. C'est que l'épigénétique, c'est l'expression du génome, et le secret qui a énervé ça les a tellement énervés. En fait, les études de jumeaux, hétérozygotes, homozygotes, adoptés, pas adoptés, ça s'appelle the Swedish Twin Study de Peterson ou Kirkwood ou d'autres, ont prouvé, et ça a été prouvé de plus en plus dans le transgénérationnel aussi, c'est que les facteurs génétiques, ils sont importants au début de la vie, mais en fait, ils diminuent pour atteindre que 25% à la fin de la vie. Ça veut dire que, à mesure que vous vivez, 70 à 75%, c'est ce que vous faites, c'est l'épigénétique. Et il y a 3 facteurs dans l'épigénétique. Il y a l'environnement, tout le monde parle de l'environnement, donc l'eau, l'air, donc chemtrail, tout ça. Ils savent bien, hein. Donc il y a l'environnement, ensuite il y a les styles de vie, deuxième facteur, c'est ce que vous mangez, c'est ce que vous faites, l'activité physique, ce que vous écoutez comme musique, enfin le style de vie. Et le premier
qui est le troisième, mais qui est le premier, c'est la subjectivité. Et c'est ce que vous pensez, vos émotions, ce que vous créez, etc., etc. Donc on en a parlé avec l'eau et avec tout ça, c'est que vous informez votre eau à l'intérieur de vous-même. Jacques, d'ailleurs on en a parlé, il est tout à fait, tout ce qu'il a écrit, c'est pour informer depuis l'intérieur. Je de toute façon donnerai la parole après. Donc quand vous montrez ça à des généticiens, ils disent c'est pas possible. C'est pas possible, parce qu'il y a tout leur marché qui s'écroule. Et donc, ils sont obligés d'accepter que le génome, c'est un livre, mais après, vous ouvrez les pages et vous allumez ou vous éteignez certaines lettres, certaines choses, et vous êtes, vous, maître de votre santé en majorité à 70%. Donc, tous les jours, on fait de l'épigénétique, ce qu'on mange aujourd'hui, l'ambiance qu'on a, tout ça. Et ce qu'ils ont fait avec cette pseudo-pandémie, c'est qu'ils ont tout fait pour enlever notre facteur épigénétique de santé. C'est-à-dire isoler les gens, les rendre dépressifs, la peur. Donc, ils ont voulu éteindre la capacité du génome. Et pour ceux qui connaissent la radiesthésie et un peu spirituelle, j'ai d'ailleurs même amené les fioles de Vax à des radiesthésistes français très avancés qui ont mesuré les bovis, etc. Ils étaient affolés. Ils ont dit, ils veulent éteindre l'âme. Ils veulent éteindre l'humain. Et ça me fait tellement sens avec tout ce qui se passe que je suis obligée de vous le dire, c'est vraiment... Et là, avec l'épigénétique, tous les facteurs pour créer la santé, ils les ont enlevés. Jusqu'à tuer la vie animale même, la nature, l'agriculture, le vivant. C'est une guerre sur le vivant et sur le génome humain. Et donc là, c'est tous les facteurs génétiques. Puis si vous voulez, c'est les paradoxes que j'écrivais toujours. En fait, quand vous, par exemple, si vous voulez créer du muscle ou créer des neurones, vous devez faire les choses différemment. Ou vous devez activer le muscle pour créer du muscle. Vous pouvez aussi imaginer que vous faites du sport et que vous créez du muscle et à 30% votre muscle grandit. Et ouais. Donc ça, c'est assez génial parce que ça, c'est probablement le génome caché. Voilà, donc ça, c'est important. Puis je montre toujours des images de... Vous voyez, là, je dis, si c'est inactif, il faut réactiver. Si c'est inflammé, l'inflammation, c'est positif. Ça montre qu'il y a une réaction, puis ça guérit. Mais après, il faut que ça se désenflamme. Il ne faut pas que ça devienne chronique. Nutrition, activité physique, c'est un antidépresseur. L'activité physique, on le sait, ça assortit les neurones. Puis tout ça, là, si le métabolisme... Je suis pour mesurer, détecter et compléter. En principe, ça, c'est plus scientifique. Mais toujours est-il que la prévention est efficace, on n'a jamais voulu la financer, et que tout ce que vous faites peut renverser les situations, et on essaye de rendre les gens désespérés. Que c'est une pandémie éternelle, il y a toujours un virus gros qui va vous tomber sur la figure, qui n'existe pas. Non, mais c'est quand même fou, hein. Oui, oui, on est très dangereux. Et donc, ça fait une scission dans la société. Et les gens, c'est tellement gros qu'ils veulent pas croire. C'est tellement énorme. Et nous, on veut les aider. Et là, ça commence à changer quand même. Ça commence à changer. Mais donc, voilà, il y a plein de facteurs qui sont liés à la santé, le bien vieillir. Il y a une autre chose qu'ils veulent pas vous montrer, c'est qu'il y a un continuum de bien-être. Et là, c'est le décès. Et ça, c'est la santé au plus haut niveau. Mais vous pouvez toujours aller dans le curseur avec l'épigénétique. C'est pas, vous êtes malade, vous êtes bonne santé. Non, il y a un organe qui peut être malade, l'autre il est mieux, et puis on peut toujours augmenter. C'est ça, dans le concept de la médecine, c'est très binaire. Et c'est très dangereux le binaire. Voilà, très. Alors je voulais vous montrer un graphique parce qu'on veut... Ah voilà, c'est celui-là. Ouais, celui-là, je l'ai montré. J'enseignais aussi aux hôpitaux. J'ai participé d'ailleurs au protocole des hôpitaux pour faire des cliniques de prévention. Mais ils voulaient faire tellement d'argent que, avec des fous. Je leur disais, il faut diagnostiquer les métaux lourds. Ah non, ça coûte trop cher. Ah il faut diagnostiquer la maladie de Lyme. Oh non, c'est trop cher. Ah, j'ai dit, vous oubliez, je vais pas vous aider. Donc ça, c'était un des graphiques qu'ils ont beaucoup aimé. Et c'est là que on peut voir là. Ça, c'est le génome. Et avec ça, vous faites de la prédiction. C'est ce qu'ils font. Ils essayent de dire, on peut prédire, vous pouvez décoder votre génome, vous payez 800 francs en Espagne. Je sais plus le nom. Voilà. Après, ici, l'épigénome, c'est ce que vous faites, les facteurs épigénétiques, style de vie, environnement, subjectif. Ça exprime un ARN, mais je pense qu'il y a beaucoup plus qu'un ARN. Ils sont obsédés avec l'ARN. Messager.
mais il y a beaucoup plus de messagers. Ça crée des messagers parce que vous appuyez sur la bibliothèque et elle va libérer pour imprimer le protéome. Mais dans le protéome, c'est les protéines. Donc les protéines, c'est très important pour garder ses muscles et tout ce qu'il y a. C'est l'outil qui fait les choses arriver et ça arrive ensuite sur le métabolome. Donc il y a tout un processus qu'ils connaissent très bien. La santé est multidimensionnelle, ça va du plus petit au plus grand. Voilà. Donc si on vous fait croire qu'il y a un virus, bah oui, vous croyez qu'il y a un virus, il n'y en a pas. Alors attendez, il y avait un autre truc que je voulais... donc ça c'est bon, vous avez compris, c'est assez important. Ouais, donc en fait, c'est avec la nourriture que vous pouvez guérir, mais je voulais parler de ce qu'on a parlé là. Ah oui, attendez, voilà. Donc là, c'est tradition et technologie, et c'est là-dedans que je montre aux gens en général que une personne âgée, le plus on prend de l'âge, le plus il y a de technologie à l'intérieur et à l'extérieur, et même dans le métabolisme, il y a de plus en plus de pharma. Donc l'être humain est envahi par des prothèses mécaniques, mais maintenant, elles sont pas seulement électriques, elles sont électromagnétiques. Vous avez une prothèse, vous pouvez la voir avec votre iPhone, vous pouvez voir. Donc on est dans une ère où on arrive dans un endroit où le corps devient le lieu d'un business énorme de longévité pour garder la forme, mais qui n'est plus que mécanique, mais électromagnétique. Et là, ça devient dangereux. Ça veut dire que quelqu'un peut prendre les manettes de votre prothèse à distance. Vous voyez, et donc, quand vous comprenez ça, vous comprenez que notre organisme, et puis on a dit avant l'eau, on est de l'eau à 80%, et donc, ce qu'on a trouvé dans les fioles, mais j'arrive au point final, la chute. Donc, on est dans un contrôle total, et ce qu'on a trouvé dans les fioles, qui sont vraiment les dernières études, on a trouvé numéro 1, on se pose la question si ce qu'il y a dans les fioles est biologique ou pas biologique. Et ce qu'on a fait, comment, moi je ne savais pas, mais le critère c'est de trouver avec un spectrogramme, ou spectrographe, du phosphore et... c'est quoi le deuxième? Du phosphore et du... un deuxième, je l'ai plus là le mot. Ouais. Enfin, ces deux paramètres, on les trouve pas dans les fioles. Ça veut dire que c'est pas biologique. Donc si ce qu'il y a dans les fioles, c'est pas biologique, nitrogène et phosphore. S'il n'y a pas nitrogène et de phosphore, c'est pas biologique. Donc c'est quoi? C'est synthétique. Et David Martin, qui est un des chefs des patentes aux États-Unis, qui a fait son mea culpa, il a dit on n'aurait jamais dû accepter les brevets sur le vivant et sur le Covid. Et il y avait déjà le brevet du Covid en 2003-2005, il les a sortis, SRAS-CoV-2, il a sorti, ouais. Ah ouais, toi tu sais. Et donc, il y a toute une série de brevets qui auraient jamais dû être validés parce qu'il n'y a pas de vivant et c'est que du synthétique. Donc, on arrive maintenant à voir que les médecins infectiologues ne comprennent plus, donc ils veulent pas en parler, et ils continuent à parler du RNA biologique, du spike RNA biologique, alors qu'on est dans une situation où le vivant a été injecté avec des nanotech, parce qu'on sait maintenant par les analyses, je vais vous citer beaucoup de noms, mais bien sûr tout le monde connaît la première, c'est le professeur Campra de l'Université de Madrid, d'Almeida, qui a montré qu'il y avait 90% de nanoparticules d'oxyde de graphène. Il y en a d'autres qui ont dit qu'il était réduit, d'autres qui ont dit que c'est de l'hydroxyde de graphène, voilà. Et ça, c'est la première chose. Ensuite, ça a été confirmé par les Argentins, par les Latinos, par des Américains. Et ensuite, de plus en plus, on a trouvé, et ça c'est le professeur Burkhardt et le professeur Lange d'Allemagne et d'Autriche, qui, ensemble, des pathologues, ont pris leur microscope électronique à fond noir et qui ont, devant un juge, fait le procès verbal qu'il y avait des métaux lourds, du nickel et du chrome, et peut-être d'autres, qui avaient de l'oxyde de graphène, qui avait quelque chose qui ressemblait à un parasite et qui avait quelque chose qui ressemblait à un RFID, un petit transistor. Donc, c'est un état des lieux et il a été super, le professeur Burkhardt, il dit, bon, alors on a trouvé des choses qui n'ont pas été déclarées par Pfizer et Moderna et donc, ils sont accusés d'avoir mis, sans informer les gens, des choses hautement toxiques, c'est très toxique. Mettez un bout de fer dans votre peau puis vous allez voir ce qui arrive.
ça vous empoisonne. Et donc, ils sont accusés de crimes contre l'humanité. Donc, ça a commencé ça en septembre l'année dernière. Et depuis, les rapports foisonnent partout et on trouve toujours plus de trucs, il y a des trucs incroyables. Jusqu'à maintenant, un des derniers, un électricien d'Équateur qui regarde à fond noir, on avait déjà trouvé des nanocircuits, des choses un peu bizarres. Dans les autopsies, les embaumeurs trouvent des genres de caoutchouc filaments non biologiques dans les autopsies. Mais alors là où je veux en venir, c'est qu'on a trouvé, il a trouvé cet électricien, électro-ingénieur, il a dit, moi, comme électro-ingénieur, je peux reconnaître un circuit électrique et je peux vous assurer que c'est un circuit électrique. Et il a dit, j'ai même allumé la 5G et le circuit s'est mis en place, je l'ai éteint et il s'est dissous. Donc il y a une interaction qui est avérée maintenant par d'autres, par l'information électromagnétique d'une 5G sur le vaccin et donc sur le matériel qui est à l'intérieur des corps, qu'on peut voir dans la fiole. Il y en a d'autres qui ont trouvé à température ambiante l'éclosion de bulles avec des hydres, etc., etc. Donc, où on en vient maintenant, moi j'ai fait un rapport pour les juges de France l'année dernière, et j'étais assez loin dans l'analyse d'ARPA, la défense américaine, les recherches, et je vous invite à voir la vidéo de Charles Morgan sur la psychoneurobiologie et la guerre, Psychoneurobiology and War. Et lui, alors, il fait clairement le lien entre l'oxyde de graphène et la prise de contrôle à distance des singes et des humains. Mais carrément, avec un humain, ils ont fait ça aux Philippines, quelqu'un avait l'oxyde de graphène dans son corps, et ils ont envoyé des codes depuis l'Amérique, avec un appareil où un chirurgien faisait des mouvements de chirurgie, bien sûr c'était pour faire de la bonne chirurgie, etc. Et les commandes que la personne faisait aux États-Unis étaient répliquées chez l'autre, et il le faisait sans pouvoir le contrôler lui-même. Ça veut dire qu'il a dit, c'est marrant, je bouge et je fais rien. Donc, c'est pour vous montrer que c'est seulement, c'est marrant. c'est juste au niveau, ouais, non, mais il faut le prendre léger, parce que franchement. Non, alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est des morts soudaines. Et oui, c'est lié, c'est-à-dire qu'on dit que les radiations qui touchent l'oxyde de graphène peuvent envoyer des impulsions de radiation aiguë. Et on suspecte quand même qu'ils ont organisé ça d'une certaine façon avec peut-être leur identité, peut-être on n'arrive pas encore à corréler tout, mais ce qu'on est sûr, c'est qu'il y a une corrélation. Enfin, sûr. On sait qu'il y a une corrélation parce que dans l'autopsie, il n'y a pas de sang, c'est pas du sang, il y a des filaments. Et on pense que c'est l'oxyde de graphène qui s'est réduit en nanocircuits. Et ça, c'est sous investigation en ce moment. Mais c'est assez grave parce que, en fait, si on peut contrôler à distance, on peut prendre les manettes des personnes. Et alors là où je suis pas expert parce que j'ai pas encore vu des choses dont je peux parler, mais je peux déjà le dire, c'est que ça peut traverser la barrière hémato-encéphalique et ça peut influencer la glande pinéale et le cerveau au point où ça annihile les gens. Donc on le sait qu'avec le fluoride, on peut annihiler les gens, ils en ont mis partout. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les personnes vont réagir au niveau fonctionnel, musculo-squelettal, comme dans cette expérience, ou est-ce qu'on arrive à les informer avec des dépressions, avec pousser les gens à la violence. Et je pense que oui, parce que ce qui est en train d'arriver, c'est que, par exemple, les manifestants, la police en Australie, elle a des grands panneaux et elle envoie des ondes qui paralysent et font mal à la tête aux gens. Donc c'est une arme. C'est-à-dire ils ont déjà les outils dans les manifestations. Alors s'ils ont dans les manifestations, ils ont un plan qui est beaucoup plus grand. Et moi c'est là où je suis très inquiète parce que on se rend pas compte en fait de ce qui est en train d'arriver là. Ça c'est l'évolution de la technologie par l'inventeur d'Intel. Je le montrais toujours pour montrer aux gens à quel point on est largué quand ça vient avec la technologie, parce que avant, c'est l'évolution de Intel et c'est exponentiel. Chaque 10 ans,
l'évolution technologique double, triple, enfin c'est énorme, jusqu'à ce qu'ils appellent le singularity is near. C'est que tous les cerveaux du monde seraient rassemblés dans un ordinateur et qu'il est plus puissant que tous les autres. Ils appellent ça singularity. On y est déjà ou on est presque. Et c'est ça, ils ont peur du basculement, de l'intelligence artificielle qui pourrait tout gérer. Je vous dis tout, le film science-fiction. Oui, moi j'essaie de le connecter quand même à la réalité. Alors il y a un truc qui me préoccupe beaucoup, bien sûr que c'est les 5G parce ils ont augmenté énormément. Il y a des experts comme Mark Steele, Stone, il y en a d'autres qui ont mis une alerte sur les lampes qui ont été changées partout dans le monde. Vous regardez, même où j'étais à Saint-Pétersbourg, partout, il y a les mêmes LED. Et Mark Steele, il est en Angleterre, je crois, à Lancaster, il a fait descendre le lampadaire avec les flics, ils l'ont ouvert et il a trouvé à l'intérieur de ces lampes des choses qui ne devraient pas y être. Et lui, il appelle ça des armes de destruction. Il dit que c'est c'est ce que je disais hier, des radars à micro-ondes. Alors, moi, je suis pas experte, mais lui, il dit, il faut tout de suite arrêter ça parce que c'est des armes de destruction, c'est des lasers. Tu connais? Bon. Et, ouais. Donc, voilà, on arrive à un endroit maintenant où je suis obligée d'en parler. Bruno en a parlé. C'est-à-dire que on est dans une science où on nous a caché l'avancée des sciences. Et une des choses que maintenant je sais, qui était une des pièces du puzzle, c'est que Jacques Benveniste avait trouvé des codes synthétiques qu'on pouvait associer à un état biologique, mais c'est des codes synthétiques. Et j'aimerais bien que tu en parles un petit peu, peut-être, ou que tu expliques mieux que moi. C'est des codes bionumériques que moi j'ai retrouvés d'ailleurs dans des annexes du papier que j'ai fait pour les juges, où j'ai mis les codes bionumériques à la fin en me disant c'est dingue, c'est incroyable. Donc DARPA, code bionumérique, on peut enclencher Ebola. Et ce qui rejoint quoi? Le booklet que je vous invite à voir de novembre l'année dernière, où la CDC, le Centre des maladies, le Center of Disease Control, a publié une BD pour le militaire qui s'appelle « Préparation à la pandémie des zombies ». Et donc, si on va dans l'hypothèse du scénario que c'est possible, c'est tout à fait possible que les gens, ce qui va arriver maintenant, ils pètent les câbles, ou ils arrivent plus à se diriger où ils sont mal, et que on va devoir être face à des personnes qui se comportent pas d'une façon aussi normale que ce qu'on pensait, parce qu'ils ont eu des codes et qu'ils obéissent à des codes. Alors ça c'est possible, mais il y a aussi des anticodes. Aux États-Unis, en Californie, il y a tout un travail sur la bioacoustique que les globalistes connaissent très bien, puisque les banques nous ont déjà enregistré le signal de notre voix vocale et qui vous reconnaît la voix. Ça m'est arrivé, une banque en Suisse, et qui m'a répondu un message avec mon nom, alors que donc vous voyez, eux ils le savent déjà. Voilà, donc on est dans l'ère et nous on parlait il y a la note et il y a l'antinote. Donc et donc il y a le code et il y a l'anticode. Et donc on a des solutions et c'est ça qui est bien. Et je suis dans des groupes qui développent en fait des genres de boucliers de ces champs électromagnétiques toxiques. Donc j'espère qu'on trouvera des solutions parmi vous aussi dans le futur. Et donc on revient à l'eau qui est un des éléments principaux. Et comment tu veux, Thierry, Jacques conclut avec toi maintenant. Tu voulais aussi parler encore un message pour la fontaine magnétique. Oui, super, ok. Oui. Voilà, tu gardes ta phrase sur l'eau. Pour l'instant, je suis silencieux. Ah oui, c'est rien, très bien. Oui, il y a des. Alors non, tu veux. Attends, il y a la dernière slide. Elle est où? Le quantique. En fait, dans la médecine quantique du futur, il y a une médecine quantique qui est en marche. J'avais fait une présentation déjà dans un colloque de recherche au CIO. Et en fait, tous nos sens peuvent être des portes d'entrée pour la guérison. Ça veut dire que l'audition,
Et les ondes, et d'ailleurs les orgues à l'époque Cato étaient des orgues pour guérir, hein, même avec Thierry qu'on en a parlé. Donc la bioacoustique avec le son et les vagues du son, mais aussi les ultrasons qu'on n'entend pas la nuit. Je les cherchais pendant le Covid, je me disais, ils nous envoient des ultrasons tellement... Je me disais, on n'a pas l'oreille des chiens, mais voilà. Donc la bioacoustique peut guérir, autant qu'elle peut faire du mal. La lumière, il y a des gens qui sont dans la chromatothérapie, la lumière aussi. Et tout ce qui est fréquence peut se traduire en son, en lumière, en eau dans notre corps, qui sont des vagues, en corps électrique. Et c'est Louis-Claude Vincent, je crois, qui avait la chaire de bioélectrique. Et je dis toujours, on a un électroencéphalogramme, on a un électrocardiogramme et il y a des électromagnétoscanners. Donc on sait que la médecine connaît l'électromagnétisme pour les scanners et ils n'ont rien qu'à faire des machines pour guérir. Donc, je veux dire, tout est là. On parle des medbeds, mais attention les medbeds parce que franchement, il faut d'abord savoir ce qu'ils vont faire parce qu'ils peuvent autant nous annihiler notre mémoire que notre disque dur que nous guérir. Et puis, le corps électromagnétique. Puis, la dernière chose, c'est que, en fait, l'odeur, l'odorat, c'est pas pour rien qu'on dit que la rose est une des odeurs les plus complexes parce que c'est la rose, c'est la fleur de l'amour, mais c'est aussi l'odorat de l'amour qu'on n'arrive pas à l'identifier. Et j'ai dû aussi faire une recherche sur le parfum de oud, qui est très connu en Moyen-Orient, aphrodisiaque, anti-âge, et je les ai critiqués et ils m'ont demandé de faire une recherche dessus. Et je me suis rendu compte, en fait, on aurait besoin de docteurs de l'odorat, comme des docteurs du son, comme des docteurs de la lumière, parce que le son, l'odorat peut vous tuer ou vous guérir. Et il y a des chiens renifleurs électroniques qui reniflent les bactéries et qui pourraient renifler les gens donc on a toute une science qui est déjà à notre portée mais qui a été censurée, qu'il va falloir faire ressurgir et c'est l'occasion unique de le faire. Mais j'ai un protocole que je peux vous distribuer où en fait pour enlever l'électromagnétisme et tous ces nanocircuits, ce qui semble marcher très bien, c'est d'abord, et ça marche pour l'eau, hein, ça n'a pas été mentionné, on a dit que le chlore était mauvais, mais le dioxyde de chlore peut nettoyer l'eau. Le dioxyde de chlore est quelque chose qui dissout les nanocircuits et qui est utilisé par Andreas Kalker avec 5000 médecins dans le monde et surtout en Amérique latine et qui est un peu un Karcher qui enlève parasites, bactéries, etc., qui marche très bien en 24 heures pour certaines personnes et qui est un traitement de base contre la maladie de Lyme et contre d'autres maladies. Donc il y a des tas de médicaments qui existent. Ça, c'est un des exemples pour ceux qui sont vraiment pas bien. Et ça guérit du glyphosate, l'autisme créé par le glyphosate d'ailleurs. Donc ça, c'est une chose que je dis comme base. Mais sinon, pour l'oxyde de graphène, c'est Ricardo Delgado et son équipe et d'autres qui ont trouvé que pour enlever l'identité et le fait que vous pouvez mettre vos cuillères sur l'épaule, il faut prendre soit ou le NAC, N-acétylcystéine, qui est du fluimicyle en France et en Suisse d'ailleurs, c'est de complément alimentaire, et ou du glutathion. Le glutathion est plus efficace apparemment pour certains, et ça se trouve comme complément alimentaire chez Gragnon, chez Orthomedix, Orthovital, il y a plusieurs sites. Et puis, donc, glutathion, NAC et zinc. Zinc, c'est un régénérateur de cellules, avec la vitamine C, qui a eu le prix Nobel, et la vitamine C n'est pas une vitamine, c'est une molécule qui nettoie en profondeur, d'ailleurs, le corps et les cellules, et vous pouvez appliquer le protocole de Merrick, ceux qui sont très malades. Il y avait un congrès à Paris où j'ai fait partie, mais il y a eu un panel où j'ai regardé les plus grands chercheurs et médecins sur la vitamine C. Et il y en a un qui prouvait qu'au lit infectieux, au lit de mort, en intraveineuse, il guérissait ses patients. C'était presque miraculeux, on ne l'utilise jamais. En intraveineuse, aussi infection, les cancers et le radionucléaire ou les radiations. Donc ça, il ne faut pas hésiter non plus. Vitamine C, vitamine D3, c'est la lumière, comme on ne veut éteindre, bon, il faut en mettre. Et l'ivermectine, qui est interdite, l'équivalent naturel, c'est l'huile de cumin noir. Et l'hydroxychloroquine, l'équivalent naturel, c'est des pelures, des zestes de citron et de grapefruit qu'on fait cuire dans l'eau, à petit feu, pendant 1 heure, couvert, on le laisse refroidir couvert 2 heures, et vous avez l'hydroxychloroquine. Donc, tout est il y a aussi du thé de pain, là,
d'aiguilles de pin, il y a de l'artémisia, il y a beaucoup de quercétine, des choses. Tout ce qui est antioxydant empêche les métaux d'oxyder. Et pour enlever les métaux lourds, en fait, il y a de la chlorella, le dioxyde de chlore, de la zéolite et du charbon actif. Ça, c'est quand vous avez les symptômes qui augmentent et vous devez arrêter puis évacuer les tuyaux. L'hydrogène, la respiration d'hydrogène. Hydrogène, ouais. Je sais pas. Ok, l'hydrogène ou en tout cas de respirer l'air. Et moi, je préconise dans l'eau de prendre des bains avec l'Epsom, du sel d'Epsom ou du sel de mer ou de l'eau bénite. Mais de l'eau, vous restez dans l'eau avec du sel d'Epsom et ça enlève en fait. J'avais fait un petit livre qui s'appelle Les 1000 nez parce que notre peau, c'est des nez. C'est des antennes et elles absorbent les trucs chimiques. Donc, mettez plus de chimiques sur vos peaux, mettez des huiles essentielles ou des crèmes sans chimiques. Mais surtout, enlevez-vous c'est électromagnétique. Je dois aussi dire que la transmission des nanoparticules. J'ai une dernière slide qui est peut-être marrante. Ah ben non. J'ai ça. Le futur de la médecine et la médecine des fréquences. Il y en a beaucoup qui l'ont dit, dont Albert Einstein. Mais normalement, j'avais. Si vous voulez rester longtemps en vie, actif, en santé et sexy, appliquez l'épigénétique, style de vie, nutrition, bonne humeur et un environnement sain. Voilà. Et on peut tous guérir de tout avec le mental. Moi, j'ai beaucoup d'espoir, hein, mais faut juste comprendre ce truc électromagnétique. Voilà, donc retour à l'eau. Oui. Non, mais tu vas lire, c'est à toi. Tu vas lire.